Bonsoir tout le monde. Nous sommes ravis de vous accueillir de nouveau dans notre 5e rencontre pédagogique au sujet des nouveautés et didactiques du français au cycle primaire, au profit des enseignants désirant passer les examens professionnels et ou le concours d'accès, bien sûr, au centre de formation des inspecteurs. Alors, cette rencontre dont on va aborder une simulation d'une situation d'examen et puis un exposé. La soirée sera encadrée par M. Smaïl Chounofi et Mme Bouchra Jafar. Comme d'habitude, on va commencer par la situation d'examen qu'on va traiter ensemble. Et puis, on va passer à l'exposé et à la discussion. Alors, pour ne pas vous retenir plus que ça, je vous souhaite une bonne soirée éducative, fructueuse. Et je cède la parole à Madame Bouchra de vous présenter la situation. Et bonne soirée éducative. À vous la parole, Madame Bouchra. Merci Raja. Je vous en prie. Je demande aux participants de désactiver leur micro, s'il vous plaît. Oui. Je vais le faire moi-même. Merci Raja. Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver dans cette 5e et avant-dernière rencontre organisée par le CNID dans le cadre de la préparation aux examens professionnels et à l'accès au centre des inspecteurs. Et on commence par une proposition de situation d'examen dont voici le support. Comme le démontrent toutes les démarches innovantes, notamment l'approche actionnelle, le projet permet de mettre les apprenants au cœur de l'action enseignement-apprentissage. Il constitue en effet un cadre de concrétisation de la compétence visée. Proposé ou négocié par les apprenants, il permet de placer les apprenants dans de véritables situations d'apprentissage. L'adoption de l'entrée par projet constitue la nouveauté phare des programmes actualisés. La consigne numéro 1. D'abord, je vais lire les 5 consignes et après, on passe aux propositions de réponse. La consigne numéro 1. Quel est le lien entre le thème et le projet de classe? Consigne numéro 2. Sur quel principe repose le projet de classe? Consigne numéro 3. Cite 2 avantages relatifs de l'adoption de l'entrée par projet. Consigne numéro 4. Dans quelle mesure peut-on considérer que le projet de classe est un moyen pour concrétiser l'approche par compétence et l'approche actionnelle? Consigne numéro 5. En se référant à vos pratiques en classe, explicitez comment vous gérez les 5 séances du projet de classe. Et on commence par la première consigne. Quel est le lien entre le thème et le projet de classe? À vous la parole. Alors, Madame Bouchra a présenté la situation d'examen. Je crois qu'elle est toute claire. Alors, à vous de prendre la parole. Comme d'habitude, celui qui veut prendre la parole doit lever la main pour cela. Alors, je vois devant moi Madame Fatem Zahra Nafir. Oui, Madame Fatem Zahra. Oui, bonsoir. Alors, oui, bonsoir.
Alors, le lien entre le thème et le projet de classe. Le thème, c'est l'approche actionnelle. L'approche actionnelle, elle vise à donner un sens aux apprentissages aux apprenants. Ça veut dire action, ça veut dire l'apprenant devient acteur. Il n'est plus un récepteur. Il n'est plus qu'un simple récepteur, il est acteur. Et donc, le projet de classe est le moyen idéal pour mettre en valeur ou bien mettre en exercice cette démarche. Madame Fatam Zahra, le son n'était pas clair. Il y a des sons qui perturbent. Si vous voulez. Alors, l'approche actionnelle. Répétez, voilà, s'il vous plaît. Alors, l'approche actionnelle vise à donner un sens aux apprentissages. Et l'élève n'est plus qu'un simple récepteur, il devient acteur. Et le projet de classe est le moyen idéal pour mettre en exercice cette théorie ou bien cette démarche. C'est-à-dire lorsqu'il y a des tâches, lorsqu'il y a des rôles, dans la réalisation des tâches, il y a distribution des rôles, on a des objectifs et du coup, c'est la meilleure façon de mettre en application la démarche de l'approche actionnelle. Voilà, c'est tout. Oui, merci, Madame Fatam Zahra. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, on passe à la proposition de réponse. Oui, il y a un autre intervenant, c'est Saïd El-Bhiri. À vous de parler, s'il vous plaît, d'intervenir. Chère enseignante, chers enseignants, chers inspectrices, chers inspecteurs, bonsoir. Et je tiens à vous remercier vivement pour cette rencontre. Je félicite Madame Bouchra pour le choix bien fait pour cette thématique qui porte sur l'action, sur l'approche actionnelle comme étant une nouveauté qui marque bien sûr le nouveau curriculum de français. En répondant à votre consigne, la première consigne qui est le lien entre le thème et le projet. Donc, je peux dire tout simplement que le thème, c'est, je prends le thème dans le sens de la thématique de l'unité ou de la séquence didactique et le projet de classe. Donc, le projet de classe, c'est un élément qui fédère toutes les activités d'enseignement-apprentissage, qui donne un sens aux différentes disciplines de la matière enseignée, à savoir le français. Donc, il s'inscrit dans une perspective actionnelle, le projet de classe étant un moyen de concrétiser, bien sûr, l'approche actionnelle. Donc, l'approche actionnelle étant une nouveauté, bien sûr, qui est inspirée du CECR, du cadre européen commun des langues. Et c'est une approche qui va en parallèle avec ce qu'on appelle aussi l'approche communicative. Donc, on dit plutôt l'approche co-actionnelle, c'est-à-dire communicative actionnelle ou actionnelle communicative. Donc, il n'y a pas de rupture entre l'approche actionnelle et l'approche communicative. Si j'ai bien compris, donc c'est ça. Merci beaucoup. Merci Fatem Zahra, merci Saïd. D'abord pour le choix du sujet, c'était un choix d'équipe, de toute l'équipe CNIT. Et merci pour l'intervention. Mais il faut rester simple il ne faut pas trop s'éloigner de la réponse, de la question. Il faut rester simple sur les réponses. On va vous présenter une proposition de réponse. Monsieur Smaïl, Monsieur Chnoufi. Alors, en attendant, voilà, les éléments de réponse. D'abord, chaque projet de classe est lié au thème de l'unité didactique. Le thème de l'unité didactique diverge vers des activités interdisciplinaires et ces dernières convergent concrètement vers le projet de classe.
comme le montre le schéma, le thème, il diverge vers les activités orales, activités de lecture, activités de langue, activités de production de l'écrit, et toutes ces activités convergent vers le projet de classe. Si on prend par exemple le thème voyage et découverte, en activité orale, on a raconté un souvenir de voyage. En activité de lecture, on a lire un récit de voyage et en lecture diction, lire un poème sur le voyage. En activité de langue, on part de supports liés au thème voyage et découverte pour présenter l'imparfait et le complément circonstanciel de temps. Et au lexique, les familles de sens autour du moyen de transport. Alors, pour la production de l'écrit, écrire un récit de voyage. Toutes ces activités convergent vers le projet de classe qui est la réalisation d'un album de récits de voyage. Alors, c'est tout simplement le thème diverge vers toutes les activités et toutes les activités de l'unité didactique doivent converger vers le projet de classe. On passe à la deuxième consigne. Sur quel principe repose le projet de classe? Sur quel principe repose le projet de classe? Comme vous le savez, les trois principes permettant d'agir autrement en classe sont la cohérence, l'allègement et la simplification des apprentissages et le recentrage sur l'apprentissage à travers le faire-faire. Parmi ces trois principes, sur quel principe repose le projet de classe? Est-ce qu'il repose sur la cohérence, sur l'allègement et la simplification ou sur le recentrage sur l'apprentissage à travers le faire-faire? À vous la parole. Ilham, تفضلي. Ilham, active ton micro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que la voix est claire? Il n'y a Très pas clair. d'écho? D'accord, Très merci. clair. Bon, je crois qu'il s'agit du troisième principe, parce que là, on attend que l'apprenant qu'il exploite tout ce qu'il a vu pendant les séances d'expression orale, par exemple, bien de lecture, etc. C'est-à-dire qu'il a travaillé sur le thème pendant 4 semaines. Donc, le projet de classe, c'est comme le résultat final, si on peut dire, pour voir est-ce que vraiment l'élève il a acquis, il y a des acquis concernant le thème qu'il a vu ou non. C'est qu'il fait un travail hors classe, par exemple, comme on travaille sur le projet, qu'il apporte, par exemple, des photos qui ont un rapport avec le thème. Il commence à discuter avec ses amis lors de séances de projet de classe. Il exploite tout le vocabulaire qu'il a vu. Il formule des phrases, etc. Bon, je crois qu'il s'agit du troisième principe. Effectivement, Merci. effectivement, Madame Ilham, parmi ces trois principes, le projet de classe part du dernier, qui est le recentrage sur Oui, c'est ça, sur le l'apprentissage à Oui. travers le faire-faire. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. On passe à la troisième consigne. Cite deux avantages relatifs à l'adoption de l'entrée par projet. Cite deux avantages relatifs à l'adoption de l'entrée par projet. Je crois que M. Saïd Bheri a levé la main. S'il veut intervenir, À vous la parole, M. Saïd. oui, on compte sur vos interventions, cher professeur. Oui, M. Saïd.
Apparemment, il a laissé la main levée depuis la première intervention. Oui, c'est ça. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, vous pouvez... Cite 2 avantages relatifs à l'adoption Oui, de il y a l'entrée par Madame projet. Bouchra, Fatem Zahra, Madame Fatem Zahra et Madame Ilham vont intervenir. Fatem Oui, Zahra. Fatem Zahra, vas-y. Désolée, j'ai reçu un appel. Ilham, Allô? vous pouvez intervenir en attendant? Allô? Oui, oui, c'est bon. Je crois que il y a quelqu'un qui veut intervenir, je crois. Bon, je vais Fatem désactiver Zahra mon Nafiel. micro. Oui, Fatem Non, d'accord. c'est pas grave. C'est pas grave, allez-y. C'est pas grave, Seda. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Bon, je crois qu'il y a beaucoup d'avantages, mais on peut les résumer sur ce que c'est, si j'ai bien compris d'ailleurs. Je crois que c'est faire réveiller la curiosité chez l'apprenant, peut-être lui apprendre l'autonomie, découverte de l'autre, c'est-à-dire l'autre, c'est-à-dire les amis en classe et tout. Et surtout, c'est qu'il doit respecter les autres. Voilà, le respect de soi d'abord et des autres apprenants dans la classe. Et en général, l'esprit d'initiative, c'est-à-dire, donc il va chercher, par exemple, il va faire des efforts et tout, il va discuter avec ses amis en classe, et bien sûr en présence du maître qui va diriger et orienter toute la classe vers le bon sens. Si j'ai bien compris. Merci. Merci à vous. Fatem Zahra, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, Madame Bouchra, je crois Alors, que... comme l'a mentionné notre collègue, notre ami Ilham, Allô? le projet de classe. Oui, Fatem Zahra. Oui, alors je parlais alors que le micro n'était pas encore désactivé. Donner un sens aux apprentissages et responsabiliser l'apprenant aussi. Voilà, Oui. deux avantages. Donner On un nous sens. demande dans la consigne de citer 2 avantages. Hassani Nadia, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Alors je pense qu'il s'agit d'acquérir un esprit du travail d'équipe et de prendre la parole devant un public pour la première fois pour l'élève bien sûr. La Et prise de merci. parole, effectivement. Oui, la prise de parole, c'est ça, madame. Merci. Monsieur Boutfoust, à vous la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie nos inspecteurs, nos inspectrices pour cette rencontre. À mon avis, je crois que le travail par projet a beaucoup d'avantages. Par exemple, c'est un outil pour encourager et favoriser les élèves à travailler en autonome. Aussi, c'est un outil pour former un élève ou bien le rendre un élève collaboratif, interactif. Aussi, il a des objectifs sociaux. Il peut rendre l'élève un acteur social parce qu'il peut discuter, il peut travailler avec les autres, il peut donner son avis et aussi accepter les avis des autres. Alors, c'est ça, je crois. Et merci à tous. Merci à vous. Alors, on peut tous donner facilement 2 avantages relatifs à l'adoption de l'entrée par projet. Nous avons choisi 2 propositions. Alors, le projet de classe est un moyen de concrétisation et de finalisation de la sous-compétence visée. Comme vous le savez tous, la compétence finale est déclinée en 6 sous-compétences correspondant aux 6 unités didactiques. C'est-à-dire que chaque sous-compétence est liée à une unité didactique. Alors, chaque projet de classe est lié à une sous-compétence dont il est la concrétisation.
Le projet de classe permet de concrétiser les apprentissages. Deuxième avantage, le projet de classe met l'élève au cœur de l'action pédagogique et en le mettant devant un problème concret, il lui permet d'apprendre en situation et de s'impliquer et de jouer un rôle actif. Ça, c'était les deux propositions, nos deux propositions pour la consigne numéro 3. On passe à la consigne numéro 4. Dans quelle mesure peut-on considérer que le projet de classe est un moyen pour concrétiser l'approche par compétence et l'approche actionnelle? Dans quel moyen? Dans quelle mesure? Dans quelle mesure peut-on considérer que le projet de classe est un moyen pour concrétiser l'approche par compétence et l'approche actionnelle? On a deux approches. Dans quel moyen vous voyez que le projet de classe concrétise ces deux approches? Oui, madame Hassani, Nadia. Je m'excuse, j'ai laissé la main levée, pardon. D'accord. Alors, je vois madame Fatam Zahra, madame Ilham, celle qui veut intervenir. Est-ce qu'ils ont laissé les mains levées depuis leur intervention? Non, pas moi. Fatem Zahra, à vous la parole. Non, j'ai pas. Oui, alors je sais pas, je pense que puisque comme tu viens de le dire, Bouchra, il y a 6 sous-compétences qui convergent vers une compétence finale. Je pense que le projet de classe permet d'aboutir par les 6 sous-compétences et au final à atteindre la compétence ou bien à réaliser la compétence visée. Et pour l'approche actionnelle, comme je dis tout à l'heure, c'est ça, il joue un rôle, il a une tâche, il réalise des tâches ou bien des micro-tâches, donc il est acteur, il n'est plus récepteur. Voilà, je pense, je ne sais pas. Merci Fatem Zahra. Merci à vous. Alors, on passe. Madame Ilham. Oui, merci. Donc, ce que je voulais juste ajouter, c'est que puisque l'approche actionnelle considère l'apprenant comme un acteur qui va accomplir des actions et des tâches, donc je crois que c'est le même objectif pour le projet de classe. Donc, si on veut dire, c'est qu'ils sont sur deux lignes, sur la même ligne, quoi. Voilà. Et pour l'approche par compétence, je n'ai aucune idée, franchement. Merci. Merci à vous. Alors, on passe à la proposition de réponse de la 4e consigne. Monsieur Yassine, vous voulez intervenir? Oui, vous la parole. bonsoir de nouveau. À mon avis, je crois, lorsqu'on parle de la compétence, ou bien l'apprentissage par compétence, on parle de l'autonomie, on parle de travail en autonome et aussi de donner la valeur aux apprentissages. Ça veut dire apprendre des apprentissages qui ont relation à l'entourage des apprenants. Et lorsqu'on parle de l'approche actionnelle, c'est rendre l'élève comme un acteur social, un vrai acteur social. En revanche, de l'approche communicative, lorsqu'on met l'élève dans des situations concrètes, dans des situations simulées, mais le projet de classe, il permet aux élèves de travailler dans un climat, travailler avec des apprentissages liés à son entourage et aussi liés des apprentissages vivants. C'est ce que je crois. Merci. Merci. Merci, on passe à la proposition de réponse.
Monsieur Chenoufi? La proposition de réponse de la 4e consigne. C'est déjà partagé, non? Vous voyez pas? Non, c'est pas encore. En attente. Un problème de connexion, je crois. C'est pas grave. Alors, en attendant le partage de la... On peut considérer le projet de classe un moyen de concrétisation de l'approche par compétence et de l'approche actionnelle dans la mesure où il permet aux apprenants et aux apprenantes de travailler en groupe, de négocier, de collaborer, de s'entraider, de coopérer, de participer, de prendre l'initiative, de proposer, de décider, de donner son avis, de résoudre des problèmes, de prendre la parole, de s'exprimer en agissant, mais surtout de développer des compétences communicatives et sociales. Alors, comme vous l'avez remarqué, ce sont tous des verbes d'action qui mobilisent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être. Les savoirs, ce sont les compétences linguistiques, grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, les compétences communicatives, les compétences en lecture et les compétences en écrit. Le savoir-faire, c'est savoir chercher des documents, savoir sélectionner des informations ou des objets pertinents, savoir classer des documents selon un ordre précis, savoir organiser et présenter son travail. Et pour le savoir-être, c'est défendre son point de vue, accepter le point de vue de l'autre, accepter la décision des autres, travailler en groupe, en coopération, en collaboration, accepter les critiques, développer l'autonomie et le sens de la responsabilité, apprendre à faire un choix ou à faire le choix. Alors, le projet de classe concrétise l'approche par compétence et l'approche actionnelle à travers tous ces verbes d'action. Et on passe à la dernière consigne. En se référant à vos pratiques en classe, explicitez comment vous gérez les 5 séances du projet de classe. Comme vous l'avez remarqué, dans la consigne, il est déjà cité que le projet de classe se fait sur 5 séances. Alors, explicitez comment vous gérez les 5 séances et sur ces 5 séances, quelles sont les étapes de la réalisation d'un projet de classe. Fatem Zahra? Monsieur Yassine Boutfous, à vous la parole. Oui, merci. À mon avis, je crois que alors les étapes essentielles pour des sciences d'un projet de classe. Tout d'abord, on commence par la préparation et la présentation du sujet. Alors, on les discute avec les apprenants aussi pour bien le comprendre, les expliquer, puis on pose un contrat de travail. Vous savez, dans ce contrat, on peut partager les tâches, aussi reformer des groupes. Alors voici, on travaille en groupe, puis on peut alors ici, on peut le diviser, le travail selon le sujet de projet.
Alors, après le contrat, on passe à l'action. L'action de travail, ça veut dire chaque élève et chaque groupe essaye de faire un petit travail pour travailler sur le sujet. Dans les séances prochaines, on discute sur les difficultés que les groupes, les élèves trouvent lors de l'action, lors de leur petite recherche, et on essaie de présenter les solutions adéquates. C'est la même chose, la séance prochaine, la même chose. On continue l'étape suivante du projet, par exemple, parce qu'on peut le diviser en étapes. Voici la première, la deuxième, etc. La même chose, on discute sur les difficultés et aussi comment on peut réussir, et aussi on discute les problèmes que le groupe trouve afin de réaliser un travail collaboratif, un travail interactif où tous les apprenants participent. Alors, la dernière séance, c'est la séance de l'évaluation et la présentation finale et de choisir de bonnes présentations. Je m'excuse. C'est ça, et je laisse la parole aux autres. Pardon. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Nadia? Je crois que qu'on va donner la parole à d'autres personnes qui n'ont pas pris la parole. Je vois Monsieur Abdelali El-Fari, s'il vous plaît. C'est à vous d'intervenir. Bonjour, bonsoir, pardonnez-moi, c'est Abdelali El-Fari. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. J'aimerais bien intervenir depuis longtemps, mais je vois qu'il y a d'autres personnes qui donnent des propositions mieux que les miens. Alors, j'ai baissé. Monsieur Abdelali. Merci infiniment. Merci. Alors, pour mon expérience avec le projet de classe, avec mes apprenants, à chaque fois, je parle de l'année dernière, cette année jusqu'à maintenant, pour toutes les pratiques qu'on essaye d'élaborer, ce sont vraiment très différentes de ce que nous devons faire. Alors, l'année dernière, qu'est-ce que je faisais? Pour les séances du projet de classe, il y a 5 séances. Dans la première séance, on la consacre au choix du projet. Cela veut dire que j'essaye d'expliquer en quoi consiste le projet, à savoir le thème, le déroulement, le matériel, les modalités de travail, ainsi de suite. Cela veut dire que je laisse à mes apprenants une sorte de choix pour qu'ils choisissent le fond, ça veut dire le thème, parce que ce n'est pas le thème, le sujet. Par exemple, dans le sujet comme vous avez cité, les voyages, on essaie, ça c'est un thème qui est un peu très global, mais on peut, ça veut dire à l'intérieur de ce thème, on peut trouver plusieurs sujets. Alors, je laisse à mes apprenants de choisir un sujet parmi d'autres sur lesquels ils peuvent travailler. Aussi, ils choisissent la forme sur laquelle ils vont travailler. Alors, dans ce point ici, j'ai essayé de mettre sur le mur de la classe les 6 formes de projets de classe qu'on peut réaliser avec nos apprenants, et je leur laisse la possibilité de choisir la forme adéquate pour eux. Alors après, ici, les apprenants se répartissent en groupes équilibrés. Ils discutent le matériel nécessaire, puis ils essayent de mettre un plan. Cela veut dire que planifier leurs actions, et ils essayent de fixer le calendrier de leur travail. Durant la 2e, la 3e et la 4e séance,
on essaie de mener une réalisation de ce projet. À chaque fois, les élèves essayent de présenter leurs difficultés et c'est-à-dire l'état d'avancement de leur projet. Pour moi, j'essaie toutefois de c'est-à-dire de passer entre les groupes et c'est-à-dire d'évaluer c'est-à-dire leur communication. J'essaie d'exiger qu'ils parlent en français pour bien améliorer leur langue. Parce que c'est ça le but du projet de classe, c'est d'améliorer la langue en parlant de l'approche communicative ou bien de l'approche actionnelle. Tous les deux visent à améliorer la langue française et surtout le côté oral. Alors, comme j'ai dit, pendant ces 3 séances, j'essaie de jouer le rôle c'est-à-dire d'un animateur, d'un médiateur, d'un orientateur, ainsi de suite. La dernière séance est toujours consacrée à la présentation, ça veut dire c'est là où les élèves essaient de présenter leur projet, ils essaient de présenter l'intérêt de leur projet, les étapes qu'ils ont suivies, les difficultés et les solutions à quelles ils ont arrivé pour résoudre leurs difficultés et leurs problèmes. Ici, j'aimerais bien mettre le point sur que j'essaye de tolérer leurs erreurs. Ça veut dire je ne mets pas, je n'exige pas une langue correcte, mais j'essaie parce que toutefois j'observe que mes apprenants ont des difficultés à prendre la parole. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que parce qu'ils trouvent des difficultés à parler en français, alors c'est pour cela j'essaie de tolérer leurs erreurs et je vous remercie infiniment pour cette initiative. Merci, Monsieur Aghlil, pour le partage. Ce que vous avez cité est très intéressant et c'est sur quoi on va basculer tout de suite. Alors, en général, il y a 3 étapes pour réaliser un projet de classe. Ces 3 étapes se répartissent sur 5 séances de 30 minutes. La première étape, c'est le choix du projet. Et comme M. Abdjil a dit, on n'est pas obligé de respecter le projet proposé dans le manuel. On peut laisser le libre choix aux enseignants, aux apprenants, avec l'encadrement de l'enseignant, bien sûr. Et cette étape, elle a pour objectif, les apprenants doivent prendre connaissance des objectifs visés, des tâches et des modalités de travail. Et elle se fait en une seule séance. C'est la séance de la première semaine. C'est une séance de 30 minutes. Identification du projet. Annoncer le projet ou le négocier avec les élèves. Mobiliser les connaissances des élèves à propos de la thématique ou de l'objet de projet. Par exemple, si on a le thème, c'est la famille, alors le vocabulaire de base, c'est le vocabulaire de la famille. Le père, la mère, les cousins, les tantes, les cousines, le fils, la fille. Et l'objet du projet, c'est autre chose. L'objet du projet, si on choisit de faire un arbre généalogique, alors les connaissances de base, ça va être autre chose. On va le voir tout à l'heure. Alors, expliquer le projet, les objectifs attendus, les étapes à suivre, le matériel à utiliser et les modalités de travail, plus d'autres détails. Initier les apprenants au lexique relatif à l'objet du projet. C'est là où ça vient, le lexique relatif au projet, pas au thème. Par exemple, si on choisit de faire l'arbre généalogique, alors on a les ascendants,
les descendants, un arbre généalogique ascendant, un arbre généalogique descendant, les degrés de l'arbre généalogique, un arbre généalogique de 3 degrés, de 4 degrés, de 5 degrés, le vocabulaire lié à l'arbre, les racines, les branches et les feuilles, tout le vocabulaire autour de l'objet du projet. Expliquer le déroulement du projet dans le temps. Ça veut dire échéancer le projet. Et quand on dit échéancer le projet, c'est-à-dire il est nécessaire d'organiser un rétro-planning pour gérer le temps avec les élèves. Quand on a un rétro-planning, chacun peut mesurer l'avancée du projet, se mobiliser lorsqu'on est en retard, se détendre lors d'une avancée sur le calendrier, d'une avance sur le calendrier, ou se réjouir quand le contrat temps est respecté. Le projet donc peut commencer. Son organisation varie en fonction de la nature du projet et du niveau de la classe. Expliquer les tâches à accomplir par chacun des élèves ou par des groupes d'élèves. Comme vous le savez, le projet se fait parfois individuellement. Généralement, il se fait en groupe. C'est un travail de groupe. Avec le protocole sanitaire et les mesures actuelles, il n'est pas toujours facile d'élaborer des groupes et de faire un travail par groupe, mais il faut expliquer à chaque groupe la tâche qu'il doit faire. La deuxième étape, c'est la réalisation du projet. Et les apprenants doivent chercher, présenter et classer les documents nécessaires à l'élaboration du projet. Et il se fait sur 3 séances. La séance de la deuxième semaine, de la troisième semaine et de la 4e semaine. Dans la deuxième séance, organiser le travail des petits groupes avec des tâches précises pour chacun des groupes ou des élèves, si le travail se fait individuellement, demander aux élèves de dire les difficultés qu'ils rencontrent et les aider à les solutionner, faire un point sur l'avancée du travail, déterminer les tâches à faire pour l'étape suivante. Et ça, c'est très intéressant. À la fin de chaque séance, l'élève doit savoir ce qu'on lui demande de faire pour la séance prochaine, pour garantir l'avancée du projet. La 3e séance se fait dans la 3e semaine, une séance de 30 minutes aussi, faire réaliser le projet par les élèves, inciter au travail collectif, à l'entraide et au partage, permettre les échanges de points de vue et les explications en français si possible. Comme vous l'avez dit, on encourage les élèves à prendre à la prise de parole en français. Et la 4e semaine, faire finaliser le projet, encourager la verbalisation des actions et des processus, donner la parole pour la présentation du projet. Dans cette séance, on a le temps pour faire les rectifications, pour l'orientation des projets. Et pour la 3e étape, présentation du projet. Les apprenants doivent, après plusieurs entraînements et après ajustement et affinement, présenter leur travail. Et lors de la présentation du projet, animer la présentation, recevoir les destinataires, parce que souvent, le projet, il est destiné à quelqu'un, il n'est pas forcément le groupe de classe. Il peut être destiné à une autre classe, à des enseignants, à des parents d'élèves. Alors, recevoir les destinataires, si on a d'autres destinataires que le groupe de classe, reprendre les présentations des projets et évaluer les présentations, sans oublier qu'il est important que le travail de l'élève soit valorisé, parce que chaque enfant fait de son mieux pour réussir son projet de classe.
il faut valoriser le travail des enseignants, des apprenants. Alors, on a, lors du projet final, lors de la présentation, on a la forme et le contenu. Bien sûr, c'est le contenu du projet qui est le plus important, puisque notre objectif, c'est d'enseigner. Cependant, ce contenu, sans valorisation, reste scolaire et ne prend pas de sens. Et un bel objet sans contenu ne sert à rien. Alors, on a tendance à dire qu'un projet de classe, c'est donc un cadeau utile dans un superbe emballage. Et je finis avec ces citations que je vous redis encore une fois. Le projet de classe, c'est un cadeau utile dans un superbe emballage. Merci pour votre attention et je passe la parole à notre cher collègue, M. Smaïl Chenouf. Madame Bouchra, Oui, Raja. merci pour cette agréable présentation de la situation d'examen. Alors, juste un point, un éclaircissement pour les chers participants. Le choix du sujet, le choix du projet de classe comme sujet d'aujourd'hui n'est pas un hasard. Alors, vous savez que les réformes successives du curriculum sont basées sur le développement des compétences, comme a déjà dit Madame Bouchra, et sur les habiletés des apprenants. Alors, on a adopté une stratégie focalisée sur l'approche actionnelle et mettre l'élève au centre du système éducatif, alors que les activités menées dans le cadre de la réalisation d'un projet sont une occasion pour concrétiser cette approche. Cela est très clair dans toutes les disciplines étudiées au cycle primaire. Cela est très clair Oui, Raja. Oui, Madame Bouchra, On ne vous entend plus. vous m'entendez? Madame Bouchra, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Désolée, panne de connexion. Alors, comme j'ai dit, c'est une occasion pour concrétiser cette approche dans les classes. Et comme vous savez, c'est très clair dans toutes les disciplines, même dans l'arabe et les sciences, l'éveil scientifique. Alors, pour cette opportunité, nous avons pensé à ce choix parce que c'est l'actualité de tout le curriculum révisé en 2020. Alors, cette situation n'est qu'un exemple d'examen. On va passer maintenant à l'exposé qui est divisé en deux grandes parties. Une partie est consacrée pour les nouveautés instaurées en classe de français de l'année 2020 et puis à partir de 2021. Et puis une partie consacrée à la didactique du français à l'école primaire. Et je cède la parole à M. Chenofi. À vous la parole, M. Chenofi. Merci, madame. Alors, il y a l'écho, je ne sais pas. Alors, merci aussi pour madame. Monsieur Chenofi, Monsieur Oui, Smaïl, il y a l'écho. si vous utilisez deux appareils en même temps, cela fait un écho de son. Alors, donc, je vais essayer. Alors, vous travaillez avec le PC ou bien le téléphone parce que deux appareils en même temps peut évoquer cet écho. L'écho. Donc, alors pour les autres, bonjour à tous. Donc, il y a l'écho, toujours l'écho. Oui, Oui, Monsieur Smaïl. Smaïl, s'il vous plaît, vous parlez avec le téléphone ou bien en PC? Alors, Pardon? le PC, je vais essayer de déconnecter Alors, il fallait déconnecter l'un des deux appareils, soit téléphone, soit le PC, parce que ça ne va pas marcher avec les deux.
Monsieur Ismaël, vous m'entendez? Monsieur Ismaël, si vous m'entendez, vous devez juste Oui. couper le son de l'un Oui, des oui. deux appareils. Oui, oui, est-ce que vous m'entendez maintenant? Très Oui. bien. Bien. Oui, maintenant c'est très clair. Très Vas-y, bien. oui. Donc, On sans faire de diaporama, donc je vais essayer donc de présenter comme ça, sinon. Donc, est-ce que vous voyez clair maintenant? Oui. Oui. C'est bien. Donc, merci d'abord à Madame Bouchra d'avoir présenté cette situation sur le projet de classe. Oui, c'est un sujet d'actualité. Merci donc à notre modératrice, Madame Raja. Alors, le sujet, comme vous le voyez, les divisions de parties, comme a évoqué notre collègue Raja. La première, c'est la nouveauté. Je vais essayer de faire un balayage, un survol, puisque les nouveautés, vous les connaissez. Ce que je veux seulement me focaliser sur le contexte. Le contexte, il est très important. Lorsqu'on veut écrire, il faut toujours que le contexte, il est là, parce qu'on part toujours du général vers le particulier. Alors, la réforme dont on parle maintenant, c'est une réforme un peu particulière. Pourquoi? Parce que Madame Raja. Monsieur Chenouffet, est-ce que vous pouvez passer au plein écran? Oui, pourquoi pas? C'est bon? Pas encore? Pas encore, mais ça va venir. Donc, c'est toujours un problème de connexion. Merci. Oui, c'est bon. Merci, bon. c'est bon. Alors, la réforme dont on parle actuellement, c'est une réforme un peu particulière. Pourquoi? C'est différent des précédentes réformes. Alors, cette réforme, elle est orientée par une vision stratégique allant de 2015 à 2030. Cette vision qui a été élaborée par le Conseil supérieur d'enseignement et qui a permis au ministère d'élaborer ce qu'on appelle les mesures prioritaires, à savoir pour l'opérationnalisation de cette vision. Alors, ces mesures prioritaires, il y en a beaucoup, mais on peut se focaliser sur la maîtrise des connaissances de base, la maîtrise des langues et surtout l'amélioration de l'offre scolaire ou bien ce qu'on appelle le modèle pédagogique. Alors, pour concrétiser ça, donc le ministère a élaboré ce qu'on appelle le curriculum ajusté pour les 4 premières années du primaire. Et pour les années qui ne sont pas touchées pour ce curriculum ajusté, alors on a élaboré ce qu'on appelle le projet Agir autrement pour améliorer l'enseignement-apprentissage du français. Cette perspective du projet Agir autrement, c'est elle qu'on a essayé de calquer pour les autres niveaux. Parce que c'est avec le projet Agir autrement qu'on a évoqué les principes d'allègement, de décloisonnement et le recentrage sur le faire-faire, c'est-à-dire le projet. Et maintenant, on a le projet de la première année jusqu'à la 6e année. Et c'est à partir de ce projet Agir autrement qu'on a élaboré un projet similaire qui s'intitule Dire, faire et agir pour apprendre le français en première année. Donc, c'est le contexte. Vous avez instauré en classe de français pour les 4 premières années du primaire. Alors, en 2017-2018, on parlait déjà de l'institutionnalisation de l'enseignement-apprentissage du français dès la première année. C'était une première. Dans la même perspective du projet Agir autrement, un autre projet ambitieux a été conçu pour cette première année intitulé Lire, faire et agir pour apprendre le français. Donc, toujours avec les 3 stratégies de cette réforme, l'entrée par la compétence, l'éducation aux valeurs et l'éducation au choix. Donc, ce projet, donc, il a été orienté par les 3 entrées stratégiques et situé dans la lignée des courants pédagogiques en vogue, à savoir la perspective actionnelle. Tout le monde parle maintenant de l'approche actionnelle. On parle de la vision entrepreneuriale. C'est très important parce que le projet, il est situé aussi dans ce cadre de la perspective actionnelle, mais aussi dans la vision entrepreneuriale. Parce que parmi les objectifs du projet de classe, on prépare d'abord l'apprenant à la conduite ultérieure au projet, à élaborer par exemple des projets sociaux. Parce qu'on le prépare pour devenir un citoyen qui peut mener des projets aussi sociaux. Et surtout, il est situé aussi dans une approche communautaire, parce qu'il y a un travail avec la communauté, avec le groupe, qui est très important. Pour la planification, comme vous connaissez, il y a toujours l'année divisée en 2 semestres,
chaque semestre, il y a donc trois unités, et donc ça se finit par des évaluations et tout ça. Donc, la planification, vous la connaissez. Seulement pour la première année, nous avons la première semaine. Ce n'est pas une semaine d'évaluation, à vrai dire, mais c'est une semaine de prise de contact avec la langue. Donc, la progression annuelle est la même que celle conçue pour la 5e année et la 6e année avec le projet Agir autrement, sauf que la première semaine, pour la 5e et la 6e, elle est réservée à l'évaluation diagnostique. Or, pour la première semaine de la première année, elle est consacrée, on a dit, à une prise de contact avec la langue. Et d'ailleurs, les premières années du cycle primaire, que ce soit la première année ou bien la 2e année, c'est une étape d'initiation et d'ouverture à la langue française. Surtout si l'élève n'a pas bénéficié d'un préscolaire, à vrai dire. Les nouveautés scolaires des 4 premières années du primaire, vision juillet 2020, pour la première année, alors l'enveloppe horaire maintenant, elle est 4 heures. Vous voyez donc, en 2017, c'était 2 heures, en 2018, c'était 3 heures, maintenant, c'est 4 heures. La nouveauté cette année, qu'on a ajouté, on a introduit 2 ou bien 3 disciplines. Alors, l'année dernière, c'était seulement activités d'oral, continue, chant. Les activités écrites, nous n'avons que le graphisme et le projet de classe, mais cette année-là, on a essayé d'introduire la lecture, l'écriture et la copie. Donc, essayez de mentionner ça, c'est très important. Alors, on a essayé donc d'introduire ces nouvelles disciplines dès la première année, vu l'importance de la lecture et de l'écriture. Donc, comme vous le savez, donc elle est là, le projet de classe toujours, elle est au 6e jour, à la fin. Donc, et les activités orales, donc nous avons 4 séances, les activités de lecture, comme vous les voyez, et les activités de graphisme qui sont en alternance avec l'écriture aux copies. Pour la 2e année aussi, nous avons 5 heures maintenant, on a ajouté 1 heure, mais pour les disciplines, les activités retenues, les suivantes, oral, poésie, lecture, écriture, exercice écrit, copie. Ici, on introduit la dictée. Et le projet de classe, il est toujours là. L'emploi du temps, c'est la même chose. On ne peut pas donc tarder là-dessus. Donc, pour avoir une idée, pour la 3e année, maintenant, c'est 6 heures. Et vous voyez, chaque année, on ajoute 1 heure, vu l'importance donc de la langue dans le processus scolaire de l'élève. Alors ici, vous voyez que, vu l'importance de l'oral, parce que 1e année, 2e année, 3e année, on donne beaucoup d'importance à l'oral. C'est pour cela que nous avons soit 4 séances d'activité orale pour l'élève pour développer son oral. Donc, 100 minutes réparties en 4 séances, 2 de 30 et 2 de 20. La lecture aussi, 100 minutes réparties en 4 semaines. Ici, donc, à 3e année, un équilibre entre l'oral et la lecture. Donc, 4 semaines, 4 séances réparties, donc 2 de 30 et 2 de 20. Écriture, copie, exercice écrit, dictée, production. Ici, donc, on entre dans la production de l'écrit. Et projet de classe, d'ailleurs, comme les autres niveaux. Donc, l'emploi du temps. La 4e année, donc, à partir de la 3e année, l'enveloppe horaire stagne, reste 6 heures jusqu'à la 6e année. Alors, pour la 4e année, ça commence la langue, les activités de langue. Vous voyez, avant, c'était pas, donc la langue était implicite. Mais dès la 4e année, on commence à enseigner, on commence à expliciter les activités de langue. On a une discipline de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, dictée. Et comme vous voyez, le lexique ne figure pas parce qu'il est transversal dans ce niveau-là. L'emploi du temps, donc à titre d'avoir une idée sur l'emploi du temps. Pour la masse horaire allouée à chaque discipline des 4 premières années du primaire. Alors pour la première année, qu'est-ce qu'on a retenu comme matière? Donc français, maths, français c'est 4 heures, maths c'est 5 heures, l'éveil scientifique c'est 2 heures. Donc la masire, donc si on ne dispense pas la masire, donc on a le soutien, donc ou bien les activités parascolaires, ou bien formation continue, 1h30. L'éducation artistique, donc, avec ce nouveau curriculum, il est attribué au prof de français. Avant, c'était le prof d'arabe, mais maintenant, c'est le prof de français qui dispense cette activité.
plus l'éducation physique. Le total, c'est 15 heures. Pour la deuxième année, la même chose, donc nous avons donc français 5 heures au lieu de 4, les maths 5 heures, toujours les maths de la première année jusqu'à la sixième année, c'est 5 heures, c'est fixe. L'éveil scientifique aussi, c'est 2 heures de la première année jusqu'à la sixième année, avec ces nouvelles actualités. Alors pour la Mazir, la même chose, 1h30. Et pour l'éducation donc, artistique, donc pour la deuxième année, c'est l'enseignant toujours de français qui assure cette activité. Et à partir de la troisième année, donc c'est l'enseignant d'arabe qui va assurer cette activité. Troisième année, français 6 heures maintenant, et maths 5, éveil scientifique 2 heures, Amazir donc ou soutien 1h30. Ici, on introduit une activité nouvelle, c'est l'activité de développement de la compétence sociale et personnelle. 30 minutes. Alors, pour la quatrième année, c'est la même chose, français 6 heures, maths 5, éveil scientifique 2 heures, Amazir donc ou soutien 1h30, et cette activité de développement de compétences sociales et personnelles. Donc ça, c'est ce qui se rapporte aux 4 premières années du primaire. Alors pour la cinquième année et la sixième année, donc, nous avons vu des actualités concernant ces 2 niveaux. Toujours, on adopte le projet Agir autrement, c'est la perspective sur laquelle on travaille. Une nouveauté instaurée, d'abord, les manuels ont été déjà actualisés et on attend une autre actualisation l'année prochaine, Inch'Allah. Il y avait toujours introduction de quelques pratiques innovantes dans un dispositif qui existe. Mais l'année prochaine, nous aurons de nouveaux manuels. Les activités proposées adoptent toujours l'entrée par les compétences ou bien par compétences. Il y a toujours ces 3 principes de ce projet Agir autrement, à savoir la cohérence, l'allègement et simplification et le recentrage sur l'apprentissage à travers le faire-faire. Quand on parle de cohérence, brièvement, c'est une cohérence entre les cycles. Et avant, il n'y avait pas cette cohérence entre le cycle primaire et le cycle collégial ou bien qualifiant. Et maintenant, on a cette cohérence, ces passerelles entre les niveaux. Il y a aussi une certaine cohérence au sein du même cycle entre les niveaux, c'est-à-dire de la première année à la sixième année. La compétence, le profil d'entrée et le profil de sortie, il y a un lien. Donc, le profil de sortie de cette première année, c'est le profil d'entrée de la deuxième année, et ainsi de suite. Alors, il y a aussi une cohérence à l'intérieur de chaque niveau entre les disciplines. On parle ici de l'interdisciplinarité entre les matières. Donc, toutes les matières, une matière, elle est au service de l'autre. Contrairement à ce qu'il y avait avant. Avant, il y avait un décloisonnement entre les matières. Pour le principe d'allègement et simplification, on a longtemps réclamé cet allègement du programme. Parce que les programmes ont été trop chargés. Maintenant, il y a cet allègement. Alors, au lieu de 2 unités, maintenant, on parle de 6 unités. Et chaque unité, elle est donc divisée sur 5 semaines. Les 4 premières pour la construction des savoirs et pour la 5e, c'est pour l'évaluation. On n'a retenu que les ressources de connaissances qui vont nous servir au développement de la compétence. On n'a retenu que l'essentiel. Pour le résultat sur le faire-faire, donc notre collègue déjà a explicité donc ça. On parle du projet de classe. On va essayer de revoir ça donc à la fin de cet exposé. En adoption donc de ces 3 principes que j'ai essayé d'expliciter mais brièvement, ce n'est pas donc l'objet de... Alors pour le recentrage, c'est la nouveauté phare de ces programmes et l'adoption de cette entrée par projet. Le projet de classe, ce n'est pas une activité parallèle donc, aux autres disciplines, mais elle est articulée. Donc, c'est-à-dire, on peut la trouver en communication, on peut parler de projet de classe en lecture, en production de l'écrit. Alors, le projet de classe, il est toujours là. Apparemment aussi, il a une enveloppe horaire et c'est une discipline à part entière, avec son fuseau horaire qui est géré pendant toute l'unité. Pour l'organisation annuelle, comme vous voyez, ce qu'on a vu tout à l'heure en première année, c'est la même chose. Apparemment, donc, la première semaine est réservée au diagnostic. Et avec l'actualisation du manuel en vigueur de l'édition 2018, même la 6e unité, elle a été consacrée et réservée aussi à l'évaluation et à la consolidation des acquis. Cette dernière unité prépare également les apprenants et les met en situation d'examen de fin d'année.
Comme vous voyez, je survole vite parce que ce que nous disons, ce que nous allons nous focaliser sur la didactique, plus ce que vous attendez. Mais c'est donc pour la méthodologie retenue, soit que pour la 5e année ou la 6e année, ou bien pour tous les autres niveaux, la méthodologie retenue est celle suivie par toutes les disciplines. C'est-à-dire toujours on a une étape d'observation de découverte, on a toujours une deuxième étape de compréhension, de conceptualisation, et une troisième d'application et transfert. Et à la fin, toujours, nous avons une étape d'évaluation et de remédiation. Dans le guide de l'enseignant, ce qu'on trouve, mais dans le livret de l'élève, il y a toujours cette correspondance. J'observe, je découvre, je manipule, je réfléchis, je retiens, je m'entraîne et je m'évalue. Pour les compétences annuelles, que ce soit donc pour la 5e année ou la 6e année, donc j'ai essayé de faire ce parallélisme pour voir donc quelle est la différence entre les deux compétences. Alors, la 5e année et la 6e année, donc on est toujours dans la progression hélicoïdale. Alors, on est toujours dans cette progression hélicoïdale. Alors, toujours, on ajoute, si on fait donc la comparaison pour les types de textes, donc comprendre et produire oralement des énoncés variés à caractère informatif, narratif, descriptif, injonctif ou explicatif, mais en 6e année, on ajoute, qu'est-ce qu'on a ajouté? Le type argumentatif. Alors, lorsqu'on veut produire aussi un texte court, à la 5e année, donc on se limite à 5 lignes, au moins, mais en 6e année, on parle de 7 lignes. Ensuite, lorsqu'on veut produire un texte, on ajoute de produire aussi en parallèle des textes à caractère narratif, descriptif, informatif, injonctif, explicatif. On peut parler aussi d'un texte argumentatif. Donc, c'est les compétences annuelles qui se déclinent, comme a déclaré notre collègue Bochra, en 6 sous-compétences relatives à chaque unité. Une nouvelle organisation pédagogique. Alors, pour la 5e et la 6e, avant, l'année dernière, on travaillait avec 7 heures. Maintenant, on a réduit la masse horaire à 6 heures. Et comme ça, comme vous voyez, avant, la communication acte-langage, c'était le fuseau horaire était 75 minutes. Et maintenant, c'est 60 minutes réparties en 2 séances de 30. Mais, que vous voyez donc pour la lecture, maintenant, c'est 3 séances au lieu de 2. Alors, 85 minutes réparties en 3 séances, 30, 30 et 25. La lecture-diction, pour la lecture, comme vous voyez, dans la lecture, on groupe tous les types de lecture qu'on a vus avant. Avant, c'était réparti en lecture silencieuse, lecture expliquée. Il y avait par exemple, lecture suivie, lecture documentaire. On a essayé de regrouper tous ces types de lecture dans une discipline qui s'appelle lecture. Mais la lecture-diction, elle est à part, vu son originalité, vu sa dimension esthétique et poétique. On a essayé donc, parce qu'elle est traitée, elle est enseignée autrement. On lui a réservé donc une séance de 30 minutes, mais pendant les semaines impaires, 1, 3 et 5. Alors que les semaines 2 et 4 se seront réservées à une deuxième séance de production de l'écrit, comme vous allez voir par la suite. Donc, grammaire, les activités de langue, grammaire, conjugaison et orthographe, donc c'est 30 minutes. Apparemment, l'orthographe, c'est 35. C'est 5 minutes. On a essayé donc de l'emprunter du lexique. On lui a réservé seulement 25 minutes. Pour la production de l'écrit, nous avons une séance de 35 minutes par semaine. Ça, elle est stable. Mais on ajoute une deuxième séance pendant les semaines 2 et 4. Donc, c'est ça la nouveauté de cette année-là. Et pour le projet de classe, une séance de 30 minutes par semaine, au lieu de 60 minutes avant. Du temps, donc, c'est ça. Toujours, il y a une alternance entre lecture-diction et production de l'écrit à la fin. Et le projet de classe, elle est toujours au 6e jour. Pour donc la masse horaire allouée, le français, c'est 6 heures, les maths, 5, l'éveil scientifique, c'est 2 heures, la masir, c'est 1h30, et surtout, les activités de développement de compétences sociales et personnelles, c'est 30 minutes. Donc, grosso modo, alors pour la répartition des matières pour les enseignants d'arabe et de français en 5e année et en 6e année. Pour l'enseignant d'arabe, donc il a l'arabe, c'est 6 heures, l'éducation islamique, c'est 3 heures, l'histoire géo, c'est 1h30,
l'éducation civique, donc c'est une autre nouveauté qui a été introduite cette année, l'éducation civique, Tarbiya al-Madaniya. Donc, éducation civique, 1 heure, éducation artistique. Donc, il est attribué ici à l'enseignant d'arabe, 1 heure, et l'éducation physique, c'est 1 heure. Tandis que l'enseignant de français va essayer de dispenser les disciplines suivantes, français 6 heures, maths 5 heures, éveil scientifique 2 heures, activité, on a dit, de développement de compétences sociales et personnelles, c'est 30 minutes. À ces disciplines, on ajoute toujours la mazir, 3 heures, donc réparties entre les deux, donc c'est 1h30 pour chacun. Nouvelle activité. Donc, de nouvelles activités ont été introduites dans le domaine de la socialisation et l'épanouissement. Nommées activités de développement des compétences sociales et personnelles. Ces activités sont réservées à l'éducation, donc on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va enseigner dans cette nouvelle activité? Alors, il sera réservé à dispenser l'éducation routière, la découverte des métiers, l'éducation financière, l'éducation entrepreneuriale, donc plutôt entrepreneuriale et non pas entrepreneuriale. Donc, on va la corriger par la suite. Et le projet personnel de l'apprenant. Ces activités seront prises en charge par l'enseignant d'arabe en première année et en deuxième année et par l'enseignant de français dès la troisième année du primaire. Et ceci dans le cadre de renforcer ce qu'on appelle l'alternance linguistique ou bien l'alternance codique, dans ces niveaux à travers des ateliers d'apprentissage pratique. C'est grosso modo donc les nouveautés. هذه مصفوفه الانشطه التنميه الكفايه الاجتماعيه اللي بغينا نتقاسموها معكم. كتلاحظوا بان التربيه الطرقيه دونك ليديكاسيون روتيير يمكن نتكلموا على السير على الطريق وعبور الطريق، التعامل مع الغرباء، استكشاف المهن. هذا كانوا يعني ماشي ماده جديده، راه كانت يعني في المستوى الخامس. التربيه الماليه نقدروا نتكلموا مع التلميذ كيف اوفر، كيف اتسوق، يعني اتعامل بالمعاملات البسيطه جدا. التربيه المقاولاتيه، كيف انشئ مقاوله، كيف ادبر مقاوله، حتى بالنسبه لتدبير مشروع القسم. المشروع الشخصي للتلميذ هذا يعني مشروع اخر، يعني هنا نهيئ المتعلم لكي يصبح يعني فاعلا اجتماعيا ولكي ينجز مشاريع اجتماعيه في المجتمع. المستويات المستهدفه هنا يعني كاين بعض المواضيع اللي ما يمكنناش نتكلموا مع المستويات الدنيا، ولكن مثلا يتم تكييف مجالات انشطه التنميه الكفايه الاجتماعيه حسب المستويات الدراسيه. مثلا استكشاف المهن هم المستويات الكبرى، مثلا المستوى الخامس والسادس لا يمكن، ولكن بالنسبه للمستوى الاول الثاني ممكن ان نتحدث عن التربيه الطرقيه او مثلا التربيه الماليه صح القول. Donc les nouveautés instaurées en 2021, on va essayer actualiser les manuels de la 5e et la 6e année. On va essayer de travailler sur de nouveaux thèmes qui sont communs en 5e et en 6e. On abordera de nouveaux projets thématiques et surtout nous aurons un nouveau programme. Alors, on a essayé de faire ce parallélisme. Vous voyez que les thèmes choisis en 5e année et en 6e année, c'est la même chose. On va essayer d'aborder le même thème. En 5e année, les Marocains du monde, en 6e année, les civilisations universelles. Devoir et droit, ici la citoyenneté et le comportement civique, c'est la même chose. Technologie, information, communication et c'est sciences et technologies. Vous voyez, donc il y a la langue et les thèmes choisis sont communs entre les deux niveaux. Pour les projets de classe aussi, vous voyez, c'est la même chose. Réaliser un journal sur les Marocains du monde, réaliser un dossier sur les civilisations. Ici, un dossier sur les devoirs, ici sur la citoyenneté. Et vous voyez, c'est la même chose. Conclusion, un récap. L'adoption d'une conception pédagogique commune pour l'enseignement-apprentissage des langues. Compétences communes. Donc, comme vous voyez, avec des niveaux de maîtrise différents. Donc, de la première année jusqu'à la 6e année, on a une compétence commune, mais avec les niveaux de maîtrise qui augmentent d'une année à une autre. Même discipline, comme vous voyez, alors, mais ils sont articulés autour de 4 grandes habiletés, à savoir l'écoute, la communication, la lecture KA et l'écriture. Donc, il y a sur lesquelles est articulé donc ces disciplines. Ensuite, nous avons exploitation des différents types de textes. On prépare la typologie de texte, descriptif, narratif, informatif et argumentatif, et surtout injonctif aussi. Programme commun et allégé, passage de 2 unités à 6 unités,
Adoption de l'approche opérationnelle et la démarche centrée sur l'action, approche actionnelle. Donc ça, c'est un récap de ces actualités. Et comme en guise de conclusion, puisqu'on a parlé tout à l'heure du contexte, pour commencer un sujet, normalement, vous devez aussi conclure avec une conclusion, mais toujours, on doit toujours se focaliser sur les orientations pédagogiques officielles, parler toujours de ce qui est officiel, puisque vous allez donc passer un concours d'accès au CFIE ou bien un examen professionnel, il faut toujours être professionnel. Alors la critique, tout ça, il faut la laisser à part. Apparemment, si on vous demande votre avis sur un sujet quelconque. Les orientations pédagogiques relatives à l'enseignement apprentissage du français au cycle primaire témoignent des choix à la fois novateurs et fonctionnels. Et on se lit beaucoup sur novateur et fonctionnel. Novateur parce qu'on essaie d'agir autrement. Et fonctionnel parce qu'on vise une langue qui est fonctionnelle. Parce qu'ici, on vise sur un professeur qui essaie de dispenser un français fonctionnel. Parce que la langue, ce n'est pas une fin en soi. Et c'est l'usage que l'on peut en faire. C'est pour cela qu'on est passé de l'approche communicative où la langue était une fin en soi et il y a parler pour parler, mais on est passé à l'approche actionnelle que la langue, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un outil parce que l'élève va essayer d'exécuter des tâches, mais il va utiliser la langue comme outil et non pas comme une finalité. S'inscrivent dans la continuité des réformes en cours. Ils se fondent explicitement sur les références institutionnelles, à savoir le livre blanc, la vision stratégique de la réforme et le curriculum ajusté des 4 premières années de l'enseignement primaire. Ils sont en cohérence avec les perspectives du renouveau pédagogique et didactique international. Alors, on ne peut pas être séparé du monde. Alors, dans ce courant de vogue, on est là avec l'approche actionnelle, communicationnelle, vision entrepreneuriale et communautaire. On parle ici de projet. Ainsi, l'enseignement-apprentissage du français dans les 6 années du cycle primaire vise-t-il la formation qualitative des apprenants, leur socialisation et leur épanouissement. Et cela, c'est une grande finalité dans la pyramide de Maslow lorsqu'il parle des besoins de l'élève et l'épanouissement, c'était au sommet de ce pyramide. Bien, donc, en guise de conclusion, donc c'est ça. On veut passer maintenant à la deuxième partie, c'est la didactique du français. Je ne sais pas si ma collègue Bouchra veut prendre la parole ou bien je peux continuer, je ne sais pas. Monsieur Smaïl, oui. Je vais continuer. D'accord. Alors, permettez-moi de boire une gorgée d'eau et je suis avec vous. Bien, alors pour la deuxième partie qui nous intéresse ce soir-là, dans cette soirée pédagogique, la didactique du français à l'école primaire. Et on commence par la compréhension et la production de l'oral. Vous voyez bien, donc le partage, c'est bien? Madame Bouchra, Madame Raja, oui, c'est bien? Monsieur Smaïl. Je peux continuer? Oui, c'est très bien. Merci. Alors, la compréhension et la production de l'oral. Les orientations pédagogiques pour les petits niveaux, la priorité, comme vous le savez, est donnée à l'apprentissage de l'oral, avec une initiation structurée et progressive, reposant sur un ensemble d'activités visant le développement de compétences de communication adaptées à cette tranche d'âge. L'apprentissage de l'oral doit permettre à l'élève un usage réel et libre de la langue, ce qui nous intéresse. Le français doit être utilisé pour effectuer des tâches communicatives et mener à bien des projets. Donc, le projet, il est toujours là, et ça, c'est la visée de cette tendance. Débouchant sur des réalisations concrètes. Lorsqu'on parle d'approche actionnelle, du projet de classe, donc, ce sont des tâches qui aboutissent à des réalisations concrètes. C'est le projet de classe, c'est le nouveau-né dont on a travaillé pendant toute l'unité. Cela exige que la classe soit un environnement social et linguistique riche et stimulant où le français est la langue d'usage réel.
Ce sont des orientations pédagogiques relatives à l'enseignement. Donc, c'est la page 4. Les domaines retenus pour l'apprentissage de l'oral dans le cycle primaire sont la compréhension de l'oral et la production de l'oral. J'ai dit bien l'enseignement-apprentissage de l'oral. Mais lorsqu'on parle de l'enseignement-apprentissage du français, nous avons 4. Le CO, le PO, le CE et le PE, c'est-à-dire compréhension de l'oral, production de l'oral, compréhension de l'écrit, production de l'écrit. Et maintenant, on parle seulement de l'apprentissage de l'oral. On se focalise sur ces deux, donc, ces capacités donc, de compréhension de l'oral et de production de l'oral. Les capacités donc à développer, c'est la CO et la PO. La CO, elle est basée sur les stratégies d'écoute, parce que compréhension, comprendre l'oral, donc ici on vise l'écoute active. Lorsqu'on veut produire l'oral, on se base sur les stratégies de la prise de parole. Donc ce sont les deux stratégies sur lesquelles on peut développer ces deux capacités. La compréhension de l'oral, comme objectif, c'est percevoir l'essentiel d'un message oral, développer l'écoute et la mémorisation. Bien. Plusieurs activités peuvent être proposées dans ce cadre. On peut vous demander, par exemple, pour développer la compréhension orale, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme activité? Alors, écouter, comprendre, par exemple, un texte oralisé, un poème, un conte. Donc ici, on développe l'écoute active. Écouter, comprendre des annonces, des instructions orales, consignes, conseils. On peut proposer aussi d'écouter une présentation en utilisant les médias, enregistrement sonore, émission radio. Ça peut déclencher un débat. On peut partir donc d'un enregistrement sonore, d'une émission radio, et comme ça, on peut débattre. Production de l'oral. Les objectifs, d'abord, apprendre un savoir-faire linguistique visant la maîtrise progressive du discours oral. Acquérir des stratégies de prise de parole, parce que on ne peut pas donc minimiser les choses, parce que prendre la parole en public, ce n'est pas une tâche qui est donnée à tout le monde. Alors, il faut la travailler, parce qu'on dit l'art de parler en public. Et comme vous voyez, comme vous avez donc fait cette expérience, lorsqu'on parle devant un public, alors c'est le trac, donc on a les mains qui tremblent, donc, mais avec l'habitude, ça devient banal. Donc, il faut travailler ça. Donc, ce sont des stratégies. Mais pour un élève, alors il faut travailler avec lui cette capacité de prendre la parole devant le groupe classe. S'exprimer clairement et correctement en tenant compte de la situation de communication. S'exprimer et surtout interagir selon les situations d'échange. Et ici, il faut donc faire apprendre à l'élève de repérer c'est quoi une situation de communication. Alors, lorsqu'on parle de situation de communication, il y a toujours l'accent doit être mis sur la réalisation des tâches et sur l'action. Technique de production orale. Tout à l'heure, on a parlé donc de quelques stratégies donc pour la production, pour la compréhension de l'oral, et maintenant pour la production de l'oral. Soit on peut proposer des jeux dramatiques, soit on peut proposer des jeux de rôle, par exemple la dramatisation donc jeu de rôle dans une pièce théâtrale, soit donc dramatiser un texte dialogué, faire un dialogue, soit un débat sur un sujet, une expression libre, donc que l'élève peut s'exprimer, donc ses émotions, donc ce qu'il ressent sur un sujet. L'improvisation, donc c'est notre sujet, sans donner le sujet, laisser l'élève donc ou bien seulement évoquer un sujet sans texte et laisser à l'élève donc de jouer cette improvisation et surtout aussi la simulation muhakat. Ce sont donc des techniques avec lesquelles on peut exciter l'élève et exciter son appétit à produire oralement. La démarche méthodologique. Comme vous voyez, lorsqu'on parle de la compréhension orale, on est devant 3 grandes phases. Pré-écoute, ou bien avant l'écoute, phase d'écoute et phase de post-écoute, c'est-à-dire après l'écoute. La méthodologie, alors on est en phase de pré-écoute, c'est une phase d'observation et de découverte. Alors dans cette phase, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en se basant, en s'appuyant toujours sur un support, que ce soit iconique, que ce soit textuel, que ce soit audiovisuel,
on incite les élèves à faire une observation attentive des images, de s'exprimer librement en formulant des hypothèses. L'essentiel, c'est faire un travail d'anticipation et de prédiction. L'élève doit prédire, il doit dire donc les hypothèses sur ce qu'on va voir. À partir d'indices visuels relevés sur le type d'image, les personnages, relever les gestes, les actions et les attitudes. Et surtout, aussi, on va essayer de relever le lieu et le moment, le cadre spatio-temporel. Préparer les apprenants à la situation de communication. Il doit savoir c'est quoi une situation de communication. Alors, dans une situation de communication comme vous la connaissez, alors il y a toujours qui, si c'est l'émetteur, c'est celui qui émet un message. Il va émettre ce message à qui? Au récepteur. Donc, c'est lui qui va recevoir un message. Et il va recevoir quoi? Donc, ce message-là, donc c'est le quoi? Un message. Il y a l'émetteur, il y a le récepteur, et entre les deux, il y a un message. Mais lorsqu'on passe aussi du message, il y a aussi un code. Le code, donc, soit donc la langue, mais à travers aussi un moyen, que ce soit un téléphone, que ce soit donc quelque chose, un moyen de communication. Il y a aussi les circonstances de cette situation, que ce soit le lieu, que ce soit le moment, que ce soit aussi le moyen. Donc, c'est ça ce qu'on appelle la situation de communication. Qui, quoi, à qui, où, quand, comment. Alors, répondre à ces questions, c'est essayer de définir ce qu'on appelle la situation de communication. Deuxième phase, on parle de la phase d'écoute. C'est la phase de compréhension, d'écoute et surtout un travail sur la langue. Alors ici, on a une première écoute et une deuxième écoute. Une première écoute se focalise généralement sur le sens général de la situation. On essaie d'identifier seulement les personnages et le cadre spatio-temporel. Et pour la deuxième écoute, elle est centrée sur la compréhension détaillée des informations du document, caractéristiques des personnages, on va essayer de voir leur rôle, leurs relations, les événements et leurs liens. Et après, on va essayer d'aborder un travail sur la langue et l'étude du lexique et des structures langagières. Donc, c'est l'étape de l'écoute. Après, ça vient la phase de post-écoute, après l'écoute. Donc, ça, c'est tout un travail de production et d'expression, de partage de connaissances et de stratégies dans lesquelles les élèves auront l'occasion de partager leurs opinions et exprimer leurs sentiments vis-à-vis des personnages et des événements. Alors, comme vous voyez, avant l'écoute et après l'écoute, ce sont deux grandes phases qu'on n'avait pas avant. On ne parlait pas avant d'anticipation, de formulation d'hypothèses et tout ça, qu'on va essayer de vérifier lorsqu'on va faire la deuxième écoute, lorsqu'on va faire la compréhension détaillée. Post-écoute, pousser l'élève à s'exprimer, à prendre la parole, à réagir et surtout à interagir, ça aussi, c'est une nouveauté que les enseignants doivent aider leurs élèves à acquérir ces stratégies. Exemple, par exemple, de la méthodologie, exemple de la première année, on peut donc proposer cette méthodologie. Comme vous voyez, pour la première année, un objectif de communication, elle s'étale sur 2 semaines. On sait bien que la séance d'activité orale s'étale sur 3 séances pendant chaque semaine. Alors, pour les 2 semaines, nous aurons 6 séances. Alors, ces séances, comment on va les gérer? Alors, la première séance, la deuxième, la troisième et la quatrième, elle est réservée à la compréhension. Et la 5e et la 6e, c'est à la production. Bien, donc, pendant ces 4 séances, on va travailler les phases qu'on a parlé tout à l'heure, avant l'écoute et pendant l'écoute, et on laisse la phase de après l'écoute et le réinvestissement pour la 5e et la 6e séance. Bien. Donc, c'est une fiche. Séance 1, 2, 3, 4, compréhension. Séance 5, 6, c'est la production. La compréhension se base sur les stratégies d'écoute. La production se base sur les stratégies de prise de parole. Donc, nous aurons donc comme ça une idée sur la fiche pédagogique de la première année qu'on a essayé de vous proposer à titre d'exemple. On n'a pas le temps d'aborder toutes les fiches pédagogiques de l'activité orale. Donc, comme ça, donc, seulement on vous bouscule, on vous
vous provoque pour voir d'autres, de voir comment on peut travailler ça. On passe maintenant aux critères d'évaluation. C'est très important. Alors, l'oral, parfois, elle est mal évaluée. Alors, il faut avoir des critères sur lesquels une grille devant moi pour évaluer le travail de l'élève pendant les activités de l'oral, mais pendant tout le semestre. C'est-à-dire que je pourrais avoir devant moi cette grille avec les noms des élèves. À chaque fois, je coche. Alors, l'écoute active, c'est ce que je dois donc évaluer, et sont les capacités que je dois évaluer pour l'élève. Écoute active, est-ce qu'il écoute attentivement? Est-ce qu'il comprend ce qu'il écoute? Est-ce qu'il reformule, est-ce qu'il peut reformuler ce qu'il écoute avec ses propres mots? Est-ce qu'il s'exprime d'une manière expressive et vivante? Est-ce qu'il prononce et articule bien les mots? Est-ce qu'il a une voix audible? Parfois, on a des élèves qui mâchent les mots. Est-ce qu'il prend la parole devant le groupe classe? Donc, il y a la compréhension de l'oral, il y a aussi la production de l'oral. Alors, bref, donc on passe maintenant aux activités de lecture. Je commence d'abord par la lecture pour débutants. Monsieur Ismaël? Oui. Je peux. Vous voulez prendre la main? Oui. À vous la parole. Merci. Alors, pour les activités de lecture, on a deux types de lecture. Monsieur Ismaël, je vais activer le micro. Ah bon? Tu le laisses activer parce que pour une intervention. Alors, la lecture, il y a deux types de lecture. La lecture pour débutants et la lecture interactive. Pour la lecture pour débutants, la compétence visée, c'est l'élève sera capable de lire et de comprendre un texte écrit court et simple, de type informatif ou négatif, ou narratif plutôt, de type informatif ou narratif. L'apprentissage de la lecture pour débutants s'appuie fondamentalement sur les activités de la communication orale et sur l'acquisition du vocabulaire. Il se fonde fondamentalement sur les principes de la méthode syllabique, il doit permettre à l'apprenant d'acquérir progressivement les habiletés de base en lecture pour devenir un lecteur autonome. Ces habiletés sont la conscience phonologique, c'est-à-dire discriminer des sons, le principe alphabétique, c'est-à-dire associer des graphèmes aux phonèmes, l'identification de mots, le lexique, la compréhension, l'aisance et la rapidité de lecture, la fluidité dans la lecture. Plusieurs types d'activités sont indispensables pour amener l'apprenante et l'apprenant à atteindre les objectifs souhaités. Activité de discrimination auditive, activité de discrimination visuelle, découpage syllabique, les syllabes orales, activité de combinatoire, association des lettres et des syllabes, correspondance phonie-graphie, décodage de mots nouveaux, identification instantanée des mots courts et des mots longs les plus fréquents, activité de compréhension et jeu de lecture. Les étapes clés d'une fiche pédagogique selon la méthode syllabique sont d'abord la mise en situation et découverte du phonème, identification et discrimination auditive, la conscience phonologique, les activités du développement des habiletés de la conscience phonologique, jeu de pigeon-vol, par exemple, identification et discrimination visuelle du graphème ou des graphèmes correspondants. Alors, repérer des mots contenant le graphème correspondant au phonème étudié, repérer des syllabes contenant le graphème
l'isolement d'un graphème ou des graphèmes dans la syllabe. La correspondance phonie-graphie, repérer le ou les graphèmes associés au phonème étudié. La combinatoire, associer le graphème étudié avec d'autres pour former des syllabes. Composition de mots à partir des syllabes. La chasse aux mots. L'élaboration du tableau de lecture. Lire et faire lire les syllabes et les mots des combinatoires. Application. Lecture des lettres, des syllabes, des mots, des phrases et des textes courts. Révision et enrichissement du tableau de lecture. Lecture et activité sur le livre de l'apprenant. Le travail sur les mots nouveaux. Le jeu de compétition, la recherche d'un maximum de mots contenant le son étudié. Et les écrire, les lire et les faire lire. Évaluation et soutien. La leçon de la lecture se termine par une dictée. D'abord des lettres, puis des syllabes, puis des mots, et plus tard la dictée de phrases. Les critères d'évaluation de la lecture chez l'apprenant débutant. Identifier et déchiffrer des phonèmes, des syllabes et des mots. Articuler correctement. Avoir une voix audible. Lire avec respect de l'intonation et des liaisons. Lire avec fluidité des syllabes, des mots, des phrases et des petits textes ou des textes courts. Comprendre ce qui est lu. Là, on parle de déchiffrage. Réagir au texte. La lecture interactive au primaire. Alors, comme définition pour la lecture interactive, la lecture interactive est perçue comme un processus de langue qui fait appel à des stratégies d'anticipation, de confirmation et d'intégration. Elle est aussi perçue comme un processus de communication, un processus actif et interactif. La lecture interactive diffère de la lecture traditionnelle par l'importance accordée aux interactions avant, pendant et après la lecture pour construire le sens d'un texte. Alors, si la lecture fait appel à des stratégies d'anticipation, de confirmation et d'intégration, elle est aussi perçue comme un processus de communication, un processus actif et interactif. Pour la lecture interactive, elle diffère de la lecture traditionnelle par l'importance des interactions. C'est pour ça qu'on a ajouté l'adjectif interactif, c'est-à-dire l'interaction avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. Les objectifs de la lecture interactive. La lecture interactive permet de d'abord sensibiliser les élèves aux étapes à suivre pour atteindre une bonne compréhension du texte et ensuite modeler l'utilisation de stratégies servant à la préparation de la lecture et à la construction du sens. Les stratégies d'une démarche interactive sont: alors, apprendre à lire, c'est être capable de choisir soi-même sa stratégie, sa propre stratégie, selon la situation, le type de document et la raison pour laquelle on lit. Les stratégies de lecture. On parle de stratégie de lecture, en pluriel, pour désigner la manière dont on lit un texte. Dans une même lecture, on peut utiliser plusieurs stratégies. Une lecture studieuse, lecture attentive pendant laquelle le lecteur veut tirer le maximum d'informations. Il veut mémoriser des éléments des textes ou faire une prise de notes. Une lecture balayage. Elle intervient quand le lecteur
veut simplement prendre connaissance du texte. On balaye le texte. Il veut capter l'essentiel de ce texte. Une lecture sélective, c'est lire pour chercher des informations précises. Une lecture survole, lire pour repérer la structure d'ensemble d'un texte. Et une lecture détente, c'est lire pour le plaisir, lire pour se divertir. Les stratégies de compréhension. Apprendre à reconnaître et utiliser les organisateurs du texte, le titre, l'intertitre, l'introduction, les connecteurs, dégager le sujet du texte, les introductions et les connecteurs, dégager le sujet du texte, faire ressortir les points importants du texte, vérifier la pertinence de ces hypothèses, trouver l'idée principale et les idées secondaires, dégager la structure du type de texte, créer des liens entre les indices du texte et ses connaissances antérieures, organiser les informations contenues dans le texte, surmonter les obstacles de compréhension par des retours en arrière, la relecture d'une phrase ou d'un paragraphe, le recours aux illustrations pour la compréhension. Faire des inférences, déduire à partir de certains éléments du texte une information qui n'est pas dite de manière explicite, c'est-à-dire dégager les informations implicites dans le texte. Stratégie pour réagir au texte. Établir les liens entre ces connaissances et les informations lues. Ça, ce sont les stratégies pour la réaction, pour réagir à un texte. Établir des liens entre ses connaissances, ses propres connaissances et les informations lues, porter un jugement sur les informations contenues dans le texte, évaluer sa propre compréhension, anticiper la suite du texte à partir de ce qui précède. La démarche méthodologique de la lecture interactive. La lecture interactive est enseignée dès la 4e année du cycle primaire. Avant la 4e année, on parle de lecture pour débutants. C'est une nouveauté instaurée l'année dernière, la rentrée 2019-2020. L'enveloppe horaire hebdomadaire allouée à l'enseignement-apprentissage de la lecture. La lecture en 4e année de l'enseignement primaire. On a 100 minutes par semaine réparties en 4 séances, 2 séances de 30 minutes et 2 séances de 20 minutes. Le premier jour, 30 minutes, le deuxième jour, 20, le troisième jour, 30 minutes et le 4e jour, 20 minutes. La lecture en 5e et 6e année, 85 minutes par semaine réparties en 3 séances. Le premier jour, 30 minutes, premier et deuxième jour, 30 minutes, le troisième jour, 24 minutes. Les étapes d'une lecture interactive. Le processus de lecture se divise en 3 parties. La prélecture, la lecture proprement dite et la post-lecture. Au cours de ces 3 étapes, l'élève est en interaction constante avec le texte et le contexte afin d'en construire le sens. La prélecture ou avant la lecture. Je connais l'intention de lecture. J'observe les illustrations. J'active et je fais appel à mes propres connaissances antérieures. Je lis le titre et les intertitres. Je fais des prédictions sur le titre. J'émets des hypothèses. Pendant la lecture magistrale du texte, pendant la lecture magistrale, l'enseignant lit le texte à haute voix, livre fermé, puis livre ouvert. L'élève suit avec des tâches précises
marquer les liaisons, repérer les personnages du texte, dire en général de quoi parle le texte. Pendant la lecture des élèves, la lecture doit être audible, fidèle, mots bien articulés et lus correctement, les liaisons respectées, la lecture avec fluidité et une lecture expressive, fluidité et expressive, lecture fluide et expressive, marquer l'intonation et varier le registre de la voix. La compréhension du texte. L'élève met en œuvre les différentes stratégies pour gérer sa propre compréhension, la compréhension du texte en fonction de son intention de lecture. Il sélectionne des mots-clés répondant aux consignes qui, fait quoi, où, pourquoi, comment et combien. Il vérifie ses hypothèses émises lors de la prélecture. Il organise et traite les informations et en les confrontant à ses connaissances antérieures. Il cherche l'idée principale de chaque paragraphe, de quoi parle-t-on dans chaque paragraphe. Il explique les expressions et les mots nouveaux. Il vérifie les connaissances antérieures qu'il possède sur le sens du mot. Il analyse le mot en utilisant sa morphologie, le radical du mot, les préfixes, les suffixes, re, des, inter, anti. Il utilise le contexte et il utilise un dictionnaire. La post-lecture. Après la lecture, l'apprenant est amené à sélectionner à partir des questions les informations importantes du texte, exiger des phrases complètes, amener les élèves à établir les liens entre les informations sélectionnées pour faire un résumé du texte, faire réagir les élèves, donner un avis, prendre une position, être pour ou contre, l'expression libre, exprimer son propre point de vue. Faire mémoriser certains mots ou expressions pour enrichir le vocabulaire de l'élève. La leçon de lecture se termine par une dictée une dictée, d'abord des mots, puis des phrases à retenir. Et je cède la parole à Monsieur Smaïl. C'était juste pour vous reposer un petit peu. Monsieur Smaïl? Monsieur Chnoufi? J'ai activé mon micro. Oui. C'est bien. Alors, merci Madame Bouchara. Merci aussi à l'auditoire, le cher prof, d'avoir la patience de rester avec nous à cette heure tardive. Alors, pour les types de textes, on peut faire donc ce survol sur le type de texte, ça pourrait être utile. On parle de type de texte narratif, et comme finalité, on utilise toujours, c'est pour raconter le genre de texte. Alors, on trouve le texte narratif dans les contes, dans les nouvelles, dans les romans. Comme indice, on a toujours ce passé simple de narration, l'imparfait d'habitude, la chronologie des événements, les verbes d'action. Lorsqu'on traite le texte descriptif, c'est pour montrer, pour donner à voir. Et on trouve ce genre de texte dans les portraits, dans les guides. On utilise comme indice pour repérer un texte descriptif. On a toujours l'imparfait de description et surtout les repères spatio-temporels, les caractérisations. Pour le texte explicatif ou didactique, la finalité, c'est toujours faire comprendre ou bien renseigner. Alors, on trouve ce genre de texte dans les manuels, les revues, les encyclopédies. Et comme indice, il y a toujours ce présent de vérité générale, absence d'indice de la personne. Pour donc l'injonctif ou bien le prescriptif, c'est donner les moyens d'agir et de guider. On trouve ce genre de texte dans les recettes, les notices, les modes d'emploi.
On trouve comme indice toujours l'impératif ou bien l'infinitif. Nous avons le texte dialogué, c'est rapporté, donc on parlait des répliques. Alors on le trouve dans les pièces de théâtre, alors on trouve aussi les guillemets, les indications, et je finis par l'argumentatif. L'argumentatif, c'est pour la 6e année, c'est pour convaincre, pour défendre. On le trouve dans les articles de presse, dans le slogan, la publicité. Il y a ce présent de vérité générale, mais surtout il y a les connecteurs logiques. Donc ça, grosso modo, quelques types de textes que vous pouvez donc en avoir besoin pour toute fin utile. Je passe maintenant aux activités réflexives sur la langue. Pour les orientations pédagogiques, la maîtrise des techniques du fonctionnement de la langue assure une expression structurée, qu'elle soit orale ou écrite. C'est pourquoi les notions abordées en grammaire, lexique, orthographe et conjugaison ont pour objectif d'aider les apprenants à acquérir lentement, mais sûrement, les fondements de la langue pour communiquer, lire et écrire dans les normes. Parce que, comme vous le savez, pendant les premières années du primaire, la première année jusqu'à la 3e année, on ne parlait pas des activités de langue. C'est-à-dire, la langue, elle est enseignée implicitement. On ne parle pas de règles. Parce que l'élève essaie de s'approprier la langue comme s'il s'approprie donc sa langue maternelle. Alors, il faut essayer d'apprendre la langue à travers la pratique, sans lui ancrer dès ce âge ce souci de la règle, de la structuration des phrases, de respecter les règles. L'essentiel, c'est de communiquer. Parce qu'on donne beaucoup la priorité à l'oral. Il doit parler et communiquer. Et la langue, ça va venir par la suite. Mais à partir de la 4e année, on commence à parler des règles et de structurer la langue pour communiquer et lire dans les normes. Lorsqu'on parle dans les normes, c'est-à-dire on doit respecter les règles. Les objectifs, c'est d'assurer la connaissance et la maîtrise d'une langue, reconnaître les classes des mots, leur nature et leur fonction. Donc, l'élève doit faire cette distinction entre nature et fonction. Maîtriser des règles grammaticales et leur fonctionnement. Bien. De logique. La structure d'une leçon de langue. Les leçons de grammaire, d'orthographe, de conjugaison et de lexique sont conçues de façon identique. Ils s'articulent autour de 4 étapes méthodologiques, à savoir les étapes qu'on a parlé tout à l'heure. Observation et découverte, compréhension, conceptualisation, application, transfert, évaluation, remédiation. Donc, dans le livret, on trouve j'observe et je découvre. Donc l'observation de quoi? Des phrases, du corpus ou du texte support. Pendant la phase de compréhension, conceptualisation, il doit manipuler, réfléchir. Donc, il doit réfléchir, il doit manipuler des phrases, réfléchir sur la notion linguistique objet d'étude, qui parle de conceptualisation, c'est-à-dire il doit identifier le concept objet du jour. Dégagement des règles de fonctionnement, et là, c'est le travail de l'élève. On va essayer que c'est l'élève qui doit reformuler la règle par ses propres mots. On doit l'inciter, on doit l'aider, mais ce n'est pas l'enseignant qui doit formuler la règle ou bien qui va donner la règle toute prête, mais l'élève doit construire cette règle personnellement. Donc, c'est une connaissance qu'il doit essayer de construire lui-même. Question de manipulation des phrases, donc ici, il y a tout un mécanisme de travail. Le tri, l'organisation des mots, on va essayer de déplacer les mots, voir donc leur impact sur la phrase. On peut supprimer un mot et son impact sur le sens de la phrase. Donc, ce sont des manipulations qui peuvent aider l'élève à construire le sens, à dégager et à identifier l'objet de la leçon. Ensuite, une fois le concept est là, une fois que l'élève a repéré l'objectif, a compris donc l'objectif de la leçon, c'est-à-dire le concept du jour, il doit essayer de le manipuler, de le travailler, c'est-à-dire dans des exercices, avec une batterie d'exercices similaires, il va essayer d'ancrer ce concept. Alors, il doit s'entraîner à faire des exercices de fixation de la notion et son application à travers des activités, que ce soit orales, que ce soit écrites. Mais pour le transfert, alors l'application,
c'est bien compris. Mais pour le transfert, il doit essayer d'appliquer ce concept, mais dans des situations quasi authentiques, c'est-à-dire des situations, alors, s'il utilise des actes de langage, s'il utilise donc des concepts, il faut donner du sens à ce concept, à ce savoir, en essayant de l'utiliser dans des situations, pas purement scolaires, mais des situations quasi authentiques, presque authentiques. Enfin, donc, nous avons l'évaluation et la remédiation. Donc, cette étape propose des activités d'évaluation. On mesurera donc le degré de maîtrise de la notion étudiée afin d'approprier, si nécessaire, la remédiation adéquate, ou bien on peut passer à l'enrichissement. C'est là déjà acquis donc le concept. Alors, pour donc, la méthodologie, donc, la première séance, c'est l'observation, découverte, manipulation, observer des phrases, les faire manipuler, faire réfléchir. La deuxième, c'est conceptualisation, compréhension, mise en commun et formulation des synthèses, phase de rédaction de la règle. Les élèves formulent dans leurs propres mots les règles relatives au concept étudié. La deuxième séance, donc, c'est l'application, transfert et investissement, exercice pour faire maîtriser le fait grammatical. Enfin, c'est l'évaluation et la remédiation. Les critères d'évaluation des activités de langue chez l'apprenant. Alors, comment il essaie donc d'extraire les informations d'un support, comment donc il peut anticiper et formuler des hypothèses sur le concept qu'on va étudier, comment il va essayer d'identifier la notion objet d'étude, comment il va essayer de formuler la règle. C'est très important, il doit participer donc à la construction de la règle, et comment il va l'appliquer. Ce sont tous des critères pour évaluer donc le travail de la langue. On passe à la production de l'écrit sur la bête noire des élèves même de la 6e année, lorsqu'on leur demande de produire par écrit, parce que c'est une la production de l'écrit, c'est une discipline vers laquelle convergent aussi toutes les autres disciplines, que ce soit orale, que ce soit orthographique, que ce soit linguistique.